Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. La honte doit changer de camp et c'est pas à moi d'avoir honte de venir aujourd'hui, de parler au micro, de dire ça c'est mon vécu. Moi, honte aucune, au contraire de la fierté d'être debout, d'être là, et il y en a qui ont pas cette chance. Bonjour, bonsoir, je suis frère de Manquise, je suis un jeune homme de 26 ans. Après le succès de la saison 1, nous avons été contactés sur les réseaux sociaux de La Vie en Rouge et au Mouvement d'Uni par de nombreuses personnes qui souhaitaient à leur tour enregistrer. Cette saison 2 accueille ainsi de nouvelles personnes, soit venues après avoir écouté le podcast, soit parce qu'elles étaient accompagnées par le Mouvement d'Uni et y ont vu la possibilité de s'exprimer publiquement sur leur histoire. Elles ont conçu et réalisé ces épisodes en choisissant les thématiques qu'elles voulaient aborder, en participant au montage et en s'engageant dans un mouvement collectif. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution. Je suis survivante de la rue, je suis survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Saison 2, épisode 9, Survivants. Cette éducatrice, ce qu'on peut dire, c'est que c'est par elle qu'on a fait connaissance. Le « je te crois », le « tu n'y es pour rien », le « ça va bien se passer ». J'étais dans un monde où je perdais pied, où j'avais plus où m'ancrer. Et elle m'a montré que c'était possible, qu'il y avait un autre monde féministe, en tout cas avec cette lecture-là, sur ce que moi j'avais vécu, sur les personnes que j'ai pu rencontrer. Ça a été une dose d'amour, la bonne personne au bon moment, et à 21 ans, le début d'une thérapie. De enfin se dire, ok, maintenant je vais chez le psy, je sais pourquoi j'y vais, et on va traiter ça. Il y avait des périodes où j'ai cru que j'allais perdre la tête. Je savais pas comment j'allais pouvoir vivre avec ça. C'était impensable, inimaginable. C'était la première personne qui disait que c'était pas de ta faute, en fait, tout ça. En tout cas, une des premières. Il y a aussi une autre éducatrice, et les deux, à leur façon, m'ont soutenu, m'ont cru, mais elle avait une façon de me montrer que c'était vraiment pas ma faute. Dans cette période où il y avait énormément de violence, où c'était trop noir, ça a été un peu une lumière dans ma vie, et elle m'a montré qu'un autre chemin était possible. Tu disais, t'avais offert une clé de lecture des choses, mais aussi par rapport à ton vécu. C'est une chose de dire, j'ai été victime d'inceste, ça a des conséquences sur moi, mais que les symptômes que tu avais à ce moment-là, hypervigilance, tu m'as parlé de dysmorphie, tout ça, ça elle a posé les mots. Ouais, ça a connecté entre eux, parce qu'en fait, quand je parlais de mettre à bout des choses, en fait, c'est comme un immense puzzle, et je n'avais pas les mots. Je gardais juste la charge émotionnelle et le souvenir, mais elle me donne des clés de lecture. Elle me dit, ok, ce que tu vis, c'est normal. Ce que tu ressens, c'est normal. Pourquoi ? Parce que c'est ça. Elle me parle de psychotrauma. Elle me parle de Muriel Salmona. C'est donner un signe extrêmement fort pour dire qu'on n'a pas le droit d'exercer des violences. Parce que là, on est dans une confusion où la sexualité serait équivalente à de la violence, où il y a une sorte d'érotisation, d'excitation à la haine et à la violence. Et en fait, les clients prostitueurs ne sont pas du tout dans un registre de désir sexuel. C'est absolument rien à voir, parce que de toute façon, ils savent bien, le désir, il est forcément réciproque. Ils savent très bien que la personne prostituée n'a aucun désir, et qu'elle a un consentement forcé, en fait, qui est absolument pas libre. Et puis eux, en fait, ce qu'ils cherchent, en fait, c'est à pouvoir exercer des violences sur des personnes en situation de grande vulnérabilité, qui ont déjà été victimes, et qui vont pouvoir exercer des violences sur des personnes qui ont des tels troubles psychotraumatiques qu'elles ont souvent une anesthésie émotionnelle et physique telle qu'ils vont pouvoir y aller. Et que, elles peuvent pas se défendre. Voilà, elles peuvent pas se défendre, elles sont sidérées, elles sont anesthésiées, c'est-à-dire qu'elles, le niveau de violence qu'elles vont tolérer du fait de leurs troubles psychotraumatiques est très important. Donc ils peuvent y aller. C'est en fait un permis
d'exercer des violences extrêmes qui est donnée par une société qui tolère la prostitution. Je suis pas si fou que ça en fait. Est-ce que je vis est normal? Est-ce que je vis ça a une réponse? En tout cas, c'est une réponse traumatique. C'est des symptômes. Je comprenais enfin, je me comprenais aussi. Tu as parlé de ta respiration, que tu vivais en apnée. Clairement. Là, je crois que je suis en apnée aussi. Ouais. Bon. Il y a un documentaire qui s'appelle En apnée. C'est un jeune homme qui, pareil, découvre des violences sexuelles dans son enfance et qui fait tout le cheminement. Donc. Et je me suis dit, putain, c'est dans le mille, quoi. C'est comme ça que j'ai vécu, quoi, en apnée, Je manquais d'air, quoi. Je vais devoir pour te dire un truc, maman. Parce qu'en fait, il y a des souvenirs de mon enfance qui sont remontés il y a 2 mois. Des souvenirs de viol quand j'avais 4 ans. Hein? Et il y a un jour où j'ai re-respiré un peu, quoi. Et c'est bizarre. C'était étrange, c'était pas habituel. Ouais, j'ai ralenti, ma respiration aussi. Et j'ai compris que cette vie-là aussi était possible. Le danger était là, mais j'étais tellement dans une survie, dans l'appréhension qu'il y ait quelqu'un qui débarque et qu'on me fasse du mal. Un jour, voilà, on marche dans la rue et ça va mieux. Un des objectifs de témoigner, le fait que tu avais envie de participer au podcast, c'est aussi peut-être un moyen de réapprendre à respirer. Peut-être que je mesure pas encore l'ampleur de ce que je suis en train de faire, mais je sais que c'est important. J'ai très envie de porter ma pierre à cet édifice et de témoigner, en fait, de parler et dire que ça arrive aussi aux hommes. J'en connais pas, alors qu'il y en a. Moi, je veux parler aux petits garçons et puis aux adultes. Il faut enlever les œillères et il faut être un peu plus connecté avec ce qui se passe autour. Et moi, il y avait plein de warnings. La honte doit changer de camp et c'est pas à moi d'avoir honte de venir aujourd'hui, de parler au micro, de dire ça c'est mon vécu, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que j'ai fait. Moi, honte aucune, genre au contraire de la fierté d'être debout, d'être là et il y en a qui ont pas cette chance. Je tenais à être là aujourd'hui et remercier toutes ces femmes en fait parce que c'est pas grâce aux hommes. Donc remercier toutes ces femmes, les femmes de la première saison qui m'ont aussi donné d'autres clés de lecture et il y a eu beaucoup d'échos. On se rend bien compte que c'est un système et c'est une oppression et j'ai pu ressentir des choses que elles aussi ont ressenti. Moi aussi j'ai vécu ça et je suis là quoi. À l'heure où je parle, il y a encore un petit garçon qui va se faire agresser. Moi, j'aimerais qu'on ait plus de conscience de ce qui nous entoure, de pas laisser faire. S'il y a un truc qui nous semble louche, c'est que c'est louche. En quoi la rencontre avec la violence prostitutionnelle à un moment de la construction d'une sexualité homosexuelle qui n'est pas forcément acceptée dans ta famille, en quoi tu penses que ça a des conséquences aujourd'hui ? Quand la première fellation, t'as 13-14 ans, tu l'as fait à un mec de 28, quand le mec a déjà la vingtaine passée, je veux dire, il y a déjà tellement un déséquilibre et ensuite il y a les violences prostitutionnelles avec des gens qui avaient 3-4 fois mon âge. Ma sexualité, elle s'est construite avec toutes ces violences autour et aujourd'hui, je peux plus accepter ça. C'est un sujet, quoi. Mais aujourd'hui, il y a des warnings, il y a des red flags de partout. Je me suis construit avec un imaginaire de ce qu'était la sexualité, de ce qu'elle devait être. Je me suis déconstruit pour me reconstruire. Avoir des rapports qui ne soient pas consentis, où il n'y a aucune communication. C'est pas toc toc, voici ma dick pic, on se retrouve dans 5 minutes, quoi. C'est tellement violent et je suis autre chose que ça. En fait, je pense aussi que je me suis mis à une place et je pouvais espérer du sexe, mais de l'amour, non. Je veux aussi l'amour et le bon. Et avec les mecs, j'allais quand même sur une autoroute sans frein, quoi. Rajouter de la violence sur de la violence, c'est pas tenable et je ne veux pas non plus accepter que tout ce que j'ai mis en place, tous les efforts que j'ai fait pour être là, pour être bien, pour me sentir bien, un bouc, un mec vienne et détruise ça en 2-3 gestes, en 2-3 paroles. Non.
En fait, j'ai toujours eu l'impression d'être un mort-vivant, d'être en vie, mais pas complètement. Comme s'il y a une partie de moi qui n'était plus là. Et en tout cas, voilà, aujourd'hui, je suis bien là. Je me suis relevée, mais voilà, je garde un peu ces séquelles-là. Je trouve que le mot de survivant me correspond bien. Parfois, on souhaite pas survivre, on veut juste vivre. Et quand on a passé la grande majorité de sa vie à survivre, à être dans l'urgence, à vivre, c'est pas habituel. Nous, Alexine, Amani, Ambre, Amina, Anne, Esther, Favor, Grace, Hope, Lexi, Rosalie, Rosen, Sabine, Valérie et frères de banquise, qui avons connu la prostitution, qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour faire entendre ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous vivez ou avez vécu de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous voulez en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram et TikTok de La Vie en Rouge. Retrouvez toutes les informations sur les extraits sonores et témoignages évoqués dans la description de l'épisode. Cette saison 2, comme la première, a été entièrement conçue et réalisée par des femmes ayant connu la prostitution, avec le soutien financier, logistique et éditorial du mouvement du Nid. Dans cette saison, vous entendez aussi la voix de Sandrine Goldschmidt, rédactrice en chef de la revue Prostitution et Société, qui dialogue avec les nouvelles personnes enregistrées. Au montage, les conceptrices du podcast ont été également épaulées par Bertrand Boissimon, réalisateur-monteur, et Céline Muller, productrice. Les épisodes ont été enregistrés au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous remercions tous les services civiques qui nous ont facilité le travail. Merci à la Fondation des femmes pour son soutien indéfectible aux femmes victimes de violences. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.